Vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous sommes le 12 juillet 2022 et c'est l'épisode qui va clôturer cette saison, c'est l'épisode 284. Elon Musk jette l'éponge et ne souhaite plus racheter Twitter et on a probablement l'explication la plus convaincante sur sa stratégie. On va aussi parler un peu de Meta qui avance très vite en matière notamment de traduction avec de l'intelligence artificielle, vous vous en serez douté, de TikTok qui est pointé du doigt pour la gestion ou plutôt l'absence de gestion du défi con et très dangereux du moment, le Blackout Challenge. On a Google qui essaye d'anticiper les actions des régulateurs américains au sujet de son activité dans la pub et puis peut-être la réponse à la question, j'oserais dire, l'autre plus grand mystère de l'univers après les femmes. Le smartphone nous rend-il débiles ? Je me rends compte que ma comparaison avec les femmes est vraiment catastrophique. Je me cacherai derrière le fait que je cite évidemment, vous l'aurez reconnu, Doc et Matt Brown dans Retour vers le futur 2. On va parler aussi, vous vous en doutez, un peu de Uber Files, la fuite de données qui concerne la société qui a été l'emblème de l'ubérisation, d'où le nom, de plusieurs sociétés, de plusieurs secteurs d'activité et puis sans oublier bien entendu quelques infos autour des jeux vidéo. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et pour parler de tous ces sujets, pour clôturer cette saison avec un ultime épisode bien costaud, hebdomadaire bien costaud, on retrouve celui qui est à l'actu tech, ce que les ventilateurs sont aux grandes chaleurs et je t'interdis de dire que tu brasses du vent pour rebondir sur cette analogie bien entendu. C'est Guillaume Poggiaspala, auteur du livre Machine de jeu. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va, mais bon là c'est vrai que je risque d'être un petit peu léger quoi. Je crois que la clim va devenir nécessaire dans les jours prochains. Il fait une chaleur de tous les enfers. Courage à vous, hydratez-vous, prenez soin de vie parce que c'est loin d'être rigolo et en plus je pense que c'est loin d'être fini évidemment. Au passage, un truc qui est pas fini, c'est l'arrivée de nouveaux soutiens sur notre page Patreon, Guillaume. Alors merci notamment tout particulièrement à Cost et à Lo qui font des records de pseudos les plus courts du monde pour les soutiens sur Patreon. Pour faire comme eux et soutenir Tech Café, il vous suffit de vous rendre sur patreon.com/techcafé et vous inscrire à la page en échange de quelques euros par mois pour profiter du podcast sans la pub et avec un flux privé. Vous soutiendrez ainsi notre travail pour produire cette émission qui nous passionne, nous en tout cas depuis de longues années. Et puis évidemment, si on vous incite à venir vous inscrire épisode après épisode, c'est aussi parce que vous avez la liberté de vous désinscrire à tout moment, parce que vos priorités financières peuvent évoluer ou parce que vous souhaitez simplement changer d'avis. Et comme certains choisissent régulièrement de mettre fin à leur abonnement, on a donc besoin du maximum de soutien complémentaire. Et vous qui nous écoutez actuellement, peut-être que vous allez remplacer les anciens soutiens en vous rendant sur patreon.com/techcafé. Guillaume, plus qu'un soutien sur Patreon, je suis sûr que tu raffoles des avis sur les plateformes de podcast, sur les apps de podcast. Alors, j'ai pensé à toi, j'ai un très bel avis de Flo Bosso qui dit, tiens-toi bien, t'es assis là Guillaume pour écouter cet avis ? Toujours, je suis souvent assis malheureusement. Parfait. Ah bon, bah écoute, alors reste assis, en tout cas ne te lève pas à ce moment-là. Merci pour ce podcast généraliste très riche qui me permet chaque semaine de faire un tour de l'actualité tech. Personnellement, je vous écoute plutôt pour les infos tech en lien avec la géopolitique. Je suis moins là pour la partie jeux vidéo, à part quand elle fait un lien avec des nouvelles technologies. Merci d'avoir peaufiné la voix de Guillaume Poggiaspala. Alors, je te cache pas, on n'a rien peaufiné de la voix de Guillaume Poggiaspala. On a changé des éléments techniques. Donc, en tout cas, merci beaucoup de souligner la qualité de son qui a été restituée. Et il dit, je ne cracherai pas sur un peu plus d'infos et d'analyses crypto-monnaie. Alors, pourtant, j'ai l'impression qu'on en a vraiment délivré beaucoup dans cette saison de Tech Café. Mais après tout, on n'est jamais, je pense, rassasié pleinement sur ce sujet. Sur ce point, je trouve très intéressant quand vous décrivez la partie technique derrière les crypto-monnaies, minage, algo, philosophie derrière la crypto ou un coin en particulier. D'apparence pas très sexy, vos analyses autour des nouvelles lois qui vont régir les boîtes techno sont intéressantes. Un dernier mot, merci de faire le lien régulièrement entre l'écologie de manière générale et la technologie avec la sobriété et le fait que vous mettez en avant certaines aberrations ou services qui sont un peu ou pas du tout utiles. Écoute Flo Bosso, merci beaucoup pour cet avis parce qu'il est très positif et je pense qu'il est assez emblématique de ce qu'on veut délivrer avec Tech Café. Donc c'est très chouette de le souligner. Il te donne aussi un conseil Guillaume et je te le glisse là subrepticement. Il dit conseil à Guillaume P, prépare-toi un verre d'eau en début de podcast car j'ai souvent
souvent mal pour toi quand tu te racles la gorge et que tu n'arrives quasiment plus à parler. Ah, c'est vrai que ces derniers épisodes, t'as été attaqué. En plus, il y a eu des moments où t'as été enrhumé et puis il y avait ta voix qui partait un peu en vrille. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Hein, des fois, j'avoue, c'est un petit peu long. Puis je parle beaucoup. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, c'est le prix. C'est pour notre plus grand plaisir, mais on voudrait vous y entendre, vous, à tenir des chroniques comme ça. Allez, un dernier mot avant qu'on aborde les news de cet épisode avec un commentaire qui cette fois-ci ne vient pas de techcafé.fr, bien que vous puissiez vous aussi déposer des commentaires sur les articles qui accompagnent la publication des épisodes sur techcafé.fr. Il y a aussi un serveur Discord dont le lien figure dans les notes de l'épisode. Et là, c'est Onustus qui a déposé qui a réagi un petit peu sur Discord, qui a dit il va falloir que je réécoute au calme la séquence sur les transistors du dernier épisode Weekend. C'est pas simple. Et puis, où sont les castors? Non, je rigole, c'est méritoire de se lancer là-dedans à l'oral. Sinon, on peut faire ses propres transistors dans le dernier et ultime jeu vidéo PC de Zachtronics. Je le conseille à tous les castors et à tous les Guillaume. C'est le jeu Ship Wizard TM Professional dans le jeu Lost Call BBS et ça se télécharge sur le BBS. Lost Call BBS est sur le Game Pass accessoirement. Ils sont partis dans un délire vraiment excellent. Essayez, je ne veux rien gâcher de la surprise en décrivant trop. Alors déjà, merci beaucoup à toi d'encenser la qualité de restitution pédagogique de Guillaume Poggiaspala sur des sujets qui peuvent être un peu visuels et qui passent très très bien à l'oral. Donc écoute, merci beaucoup et merci de nous réécouter. Et puis écoute, on va aller jeter un coup d'œil sur le jeu. Ça te parle toi ce jeu? Je connais pas du tout Guillaume. Hein. Je sais pas écoute, si sujet. Non, mais justement, c'est intéressant ça. Je vais regarder. Je suis sûr que ça te plairait. Ouais, je suis sûr que ça te plairait. Allez, sans autre forme de procès, on a, comme pour chaque épisode hebdomadaire, les infos phares qu'il ne fallait absolument pas manquer. Et l'info numéro 1, Guillaume, que tu as choisi de mettre en tête de liste de ta veille pour cette semaine. C'est l'ultime épisode de cette saison qui a ponctué une bonne partie de la saison de cette année de Tech Café. C'est le rachat par Elon Musk de Twitter parce que en veut-il pas, va-t-il racheter, va-t-il pas racheter? En tout cas, Elon Musk a clairement exprimé le fait qu'il ne voudrait pas le racheter. Guillaume, alors, bon, il faut qu'on trouve nos repères. Qu'est-ce qu'il en est, en fait? Oh là là. Et oui, qu'est-ce que tu veux faire de conclure là-dessus, puisque ça a rythmé un petit peu la saison, bien malgré nous, mais bon. Oui, vous avez probablement déjà entendu la nouvelle. Elon ne veut finalement plus acheter Twitter. Alors ok, je sais, beaucoup diront, c'était évident depuis le début, je te l'avais dit. En tout cas depuis quelques semaines où il avait commencé à se faire plus discret sur le financement, à se plaindre publiquement des chiffres fournis par Twitter, etc. Bon, moi, vu l'énorme pénalité de $1 milliard quand même, j'étais quand même raisonnablement convaincu qu'il était un minimum sérieux. Bon, c'est vrai que c'est difficile à cette affaire. Alors, de toute façon, Elon ne veut pas payer le milliard, bien sûr. Lui, il affirme que Twitter ne remplit pas sa mission, ne remplit pas sa part du contrat, et que donc, lui, il est forcé à rien. Alors, selon lui, Twitter n'aura pas respecté ses engagements et fournit des chiffres fallacieux ou insuffisants qui ont induit Musk en erreur, et donc, évidemment, il se serait lancé dans la procédure pas en connaissance de cause, et donc les torts ne sont pas de son côté. Voilà, c'est sa logique à lui. Spécifiquement, Musk voulait une série de documents comme les résultats financiers détaillés, un plan de budget précis pour 2022, et puis un budget prévisionnel sur l'évaluation, il voulait aussi l'évaluation de Goldman Sachs, voilà. Et le PDF de Goldman, finalement, c'est tout ce qu'il aurait eu, comme chiffre. Le PDF de Goldman, c'est pas un disque, cette fois c'était juste un fichier. Le point d'achoppement principal, néanmoins, serait les chiffres du spam, évidemment, et la proportion exacte de bots parmi les utilisateurs quotidiens présumés de Twitter. Alors Elon considère qu'il y a beaucoup plus de bots que Twitter veut le dire, donc parce que Twitter c'est autour de 5%, lui il dit beaucoup plus. Mais bon, Elon il fournit pas de preuves, et il est bien conscient de ça, donc il renforce sa défense sur un point qui est plus technique. Dès le 25 mai, Elon aurait demandé à Twitter de fournir des outils logiciels spécifiques à l'équipe d'ingénieurs, une équipe d'ingénieurs à lui, en fait, qui aurait été supposée mener leurs propres statistiques. Or Twitter, il aurait fourni, pourtant il a fourni ce qu'il disait être un firehose, c'est-à-dire une manche à incendie, mais bon, finalement, ça aurait été qu'une API standard, quoi. Tout simplement celle qu'il donne à ses clients, globalement, quoi. Ses clients pro. L'accès aux entreprises qui ont besoin de se connecter sur Twitter pour faire des évaluations, etc., au travers de contrats. Bon, il aurait eu le standard, quoi. Lui, il voulait les full access et il aurait eu que le standard. C'est ça. Et donc, cette API serait trop limitée pour mener à bien les analyses qu'il voulait faire, et ses limitations sur le nombre de requêtes, à la quantité de données. Musk, il a mal pris. En tant que futur patron, il s'attendait peut-être à un traitement un peu plus privilégié.
Et de son côté, bien sûr, l'oiseau bleu ne l'entend pas de cette oreille. Enfin, les oiseaux n'ont pas d'oreille, c'est vrai. Ils ont juste des trous, en fait. C'est vrai ce que tu dis. Ils ont des trous, quoi. C'est vrai. Donc, bon, disons qu'il n'entend pas de ce trou, en tout cas pas de ce trou-là. Il est bien décidé à forcer Musk à conclure le rachat quand même. Il faut dire que du coup, le prix, il est franchement pas si mal quand même. Parce que on rappelle que c'était $54 l'action, le prix que donnait Musk. Alors qu'aujourd'hui, elle se traîne sous les $37 l'action de Twitter. Le conseil d'administration poursuit Musk en justice devant la cour du Delaware, parce que Twitter est enregistré là-bas, comme beaucoup de monde parce que c'est fiscalement avantageux, et donc on engage des grosses pointures, évidemment. Le cabinet new-yorkais Wachtell, Lipton, Rosen et Katz. Et Lipton, je sais pas s'il y a un rapport avec le TH, je sais pas. En tout cas, Martin Lipton sera l'inventeur du concept de la pilule empoisonnée. Celle dont on avait parlé, qui a été utilisée par Twitter à l'époque, où il voulait pas être racheté par Musk, justement. Donc les temps changent. Et de son côté, le fantasque milliardaire, comme je l'ai déjà vu qualifié, a engagé Quinn Emmanuel Eckhardt et Sullivan, qui est un cabinet d'avocats atrocement friqués basé à Los Angeles. Et Musk les connaît très bien, puisqu'en fait, il l'avait déjà défendu dans l'histoire du pédogaille, et dans sa première brouille avec la SEC, et aussi contre ses actionnaires. Bon, c'est des collègues, quoi, on va dire. Est-ce que tu veux des infos sur les théories maintenant? Alors écoute, oui, je vais te dire en toute transparence que je n'aime pas trop ce type de théorie qui va nous dévoiler habituellement parce que je trouve toujours ça un peu complotiste et sulfureux, mais plus le temps passe, et après avoir pris le temps de consulter les éléments que tu as partagés dans le conducteur, que je vous rappelle, vous retrouvez dans les notes de l'épisode, c'est terriblement, et tu vas me dire c'est tout le propre des théories du complot, mais c'est terriblement convaincant. Et en fait, ça fait, bon, je vais réagir après, mais ça fait partie quand même des théories qui rendent tout ce mouvement extrêmement cohérent et très crédible, avec un vrai mobile. Bon, de quoi s'agit-il, Guillaume ? Bah oui, parce que bon, évidemment, on se pose forcément la question pourquoi tout ce bordel, pourquoi s'être lancé là-dedans et reculer 30 bas plus tard. On imagine qu'en plus, ils découvrent pas vraiment la présence des bots sur Twitter dans cette proportion-là. On imagine qu'ils le savaient avant. C'est semi-bidon, quoi. Tout le monde sait qu'il y a des bots sur Twitter, lui aussi. Et bon, peut-être qu'il y en a plus qu'effectivement les chiffres officiels, j'en sais rien, mais surtout, et alors, quoi. Je veux dire, les raisons qui le font renoncer cadrent pas du tout avec le discours qu'il tenait au début, parce que Elon, on le connaît, et il aime bien avoir l'image d'un visionnaire, d'un gars dont les combats ont une ambition immense, tu vois, universelle. Regarde, Tesla, c'est pour pousser la civilisation vers la transition énergétique et le monde de post-carbone, tu vois. C'est vrai, ça. Starlink, c'est pour offrir l'internet universel via l'espace, pas cher et en tout point du globe. Neuralink, c'est pour faire marcher les paralytiques et pour nous interfacer avec les machines, pour assurer notre coexistence pacifique avec les IA dans le futur, tout ça, modestement. SpaceX, c'est la colonisation des autres planètes pour faire de l'humanité, tu vois, une espèce multiplanétaire, rien que ça. Et avec Twitter, c'est qu'il avait la même rhétorique, en fait. Twitter, il a un rôle à jouer dans le futur de la civilisation, il l'a dit explicitement, comme d'ailleurs qu'il se préoccupait pas du tout de l'aspect économique. Et là, il se retire pour des raisons qui sont uniquement économiques. Voilà, il voulait des chiffres qu'il n'a pas eu sur le budget, il voulait une évaluation fiable du nombre d'utilisateurs monétisables. Il les a pas, donc bon, on est quand même loin des ambitions humanistes et visionnaires, tu vois, donc bon. Je veux dire. C'est vrai que si tu rachètes Twitter pour une ambition humaniste et pour le bien de l'humanité, chipoter sur le fait qu'il y a quelques pourcents de plus de bots que ce que tu pensais au départ, c'est vrai que ça matche pas trop. Alors du coup... Eh oui, ça amène à des théories qui feront, comme on dit, les choux gras, de multiples feuilles de choux, ce qui est logique finalement. Il y a beaucoup de choux dans les expressions françaises. T'as vu, se prend le chou, tout ça. D'ailleurs, je me suis longtemps demandé comment on engraisse un chou, tu vois, en lui donnant plus d'engrais, je sais pas quand il pousse, ou en sélectionnant les lignées comme avec les poulets, tu sais, comment on engraisse un chou en fait. Je vais les mentionner. En fait, c'est la cuisson, j'ai regardé du coup, et tout simplement c'est la cuisson. Apparemment, on mangeait beaucoup de choux, Moyen-Âge, c'était pas cher, c'était super courant. C'était un peu le chouchou, des repas du bas peuple. Et pour égayer un petit peu ce plat, on le faisait bouillir avec du lard. Ça donnait du chou gras, du coup. Ouais. Voilà. Et voilà, je me suis un petit peu écarté du sujet. Mais d'où d'ailleurs, tu sais, d'où l'histoire de la soupe aux cailloux, que tu connais peut-être, non? Je vous raconterai peut-être qu'un l'épisode week-end, je vous raconterai l'histoire de la soupe aux cailloux. J'irai chercher le livre d'un de mes fils et bon. Mais bon, donc voilà, donc du coup, on revient à Twitter, Elon, tout ça, pour ça. Et donc, il y a plusieurs théories. Alors, par exemple, il y a Josh Wolf de Lux Capital qui a une théorie qui se défend. La reprise de Twitter aurait été fort commode pour Elon Musk, qui aurait trouvé un prétexte pour liquider 8,5 milliards d'actions de Tesla. C'est qu'il y a une coïncidence troublante, en fait. Parce que Elon Musk, c'est un mec qui a peu d'argent en cash. Il est cependant l'actionnaire majoritaire de Tesla, avec dans les 170 millions d'actions, et il est payé en stock option.
quasi exclusivement. D'ailleurs, chez Tesla, presque tout le monde reçoit des stock options. C'est une manière d'intéresser, tu vois, d'impliquer encore plus les employés dans le succès de la boîte. Donc une stock option, hein, littéralement, c'est une option sur une action. Donc ça te donne le droit d'acheter une action de la boîte à une certaine date, disons par exemple 5 ans plus tard, tu vois, à un prix qui est fixé au moment où tu rentres dans la boîte, par exemple. Mais c'est une option. Si 5 ans plus tard l'action a monté, ben c'est tout bénef pour toi, puisque t'as intérêt à acheter une action en solde quelque part. Mais si c'est l'inverse, évidemment, si l'action a baissé, ben, c'est une option, t'es pas obligé de le faire, heureusement. Alors, Elon Musk a pratiquement pas de cash, mais il a un bon train de vie quand même, hein, qu'il organise des super fêtes et tout, donc comment il fait? Ben il emprunte. Donc il a mis 92 millions d'actions en garantie auprès des banques, et a déjà emprunté une bonne centaine de millions de dollars. Et il peut emprunter jusqu'à 25% de la valeur de ses actions, donc en fait il est très 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 large. Et il se trouve qu'en août 2012, Elon a reçu un gros paquet de stock options, des stock options Tesla bien sûr, à valoir 10 ans plus tard. En fait, c'est une sorte de bonus, puisqu'elle se débloquerait si les objectifs de vente de l'époque, c'était pour les modèles 3 et les modèles S, étaient atteints. Donc Mais attends, 2012 plus 10 ans. Mais oui, dis-moi. C'est ça. Et cette option, elle portait sur 22 millions d'actions à 6,24$ chaque. Oui, je sais, 6,24$ l'action, mais c'était le prix de l'époque, en réalité. Mais ça me rappelle les prix du Bitcoin au départ. Et oui, parce qu'aujourd'hui, même après la grosse baisse de ces derniers mois, l'action, elle vaut 752$. Toujours est-il que les objectifs ont été atteints et qu'Elon donc a l'opportunité de racheter 22 millions d'actions en solde pour moins de 10% de leur valeur. Ben donc il va le faire, hein, je pense que c'est complètement évident. Et donc comment il pourrait faire? Ben il pourrait juste emprunter, vous me direz, hein, ça représente quoi? Dans les 135 millions de dollars, c'est pas ça qui va faire sourciller un banquier, hein, qui a 92 millions d'actions Tesla. Donc le problème, c'est les impôts. Parce que les stock options sont taxés sur leur plus-value. Donc on passe de 6 à 752$ pour 22 millions d'actions, ça fait à peu près 16 milliards de plus-value. T'es taxé à, dans les 50%. C'est un ordre d'idée. Ça fait un gros billet, quoi. Ben oui, parce que, alors, en gros, il y a une taxe fédérale, après, il y a les taxes pour chacun des États, il y a probablement plein de finesses que je veux surtout pas connaître, hein, fiscale américaine. Il y a aussi probablement des méthodes pour atténuer le choc avec des montages fiscaux, bon voilà, mais bon, allez, on va dire 50%. Quoi qu'il en soit, les impôts payables par Musk, de toute façon, vont représenter plusieurs milliards de dollars s'il lève l'option, ce qu'il va faire parce que c'est son salaire, déjà, quand même. Et puis, ça lui permettra d'avoir encore plus d'actions de Tesla. Bah oui. Ouais. Et en plus, il a dit qu'il a été le premier à mettre de l'argent dans Tesla, qui sera le dernier à retirer ses fonds. Et donc, on se retrouve dans l'obligation, lui, il va se retrouver dans l'obligation de trouver du liquide. Et il n'y a pas 36 solutions, hein. Soit il emprunte, mais là, il emprunte vraiment beaucoup, soit il vend. Même si Musk doit payer la pénalité de 1 milliard de frais de justice, il aura quand même au passage liquidé 7 milliards d'actions de Tesla, qu'il aurait en plus vendu à un bon prix, hein, puisque le cours de Tesla, comme à peu près tous les cours de la tech, a fortement baissé depuis avril, puisqu'on était à presque 1200 balles et on est passé à 752$ aujourd'hui. Bon, ça c'est une possibilité, déjà, donc la liquidation, voilà, ça, sans poser de questions. Autre possibilité qui se défend, forcer le clash pour aboutir à un rabais. Parce que certains remarquent que si tu refais un petit peu l'historique, il n'y a que 10% des litiges sur une acquisition de ce genre-là, hein, qui aboutit à une acquisition forcée au prix initial. Bah, mais c'est tellement improbable que ça puisse aboutir. 40% aboutissent à un rabais, et je pense que le reste aboutit à un deal avorté. Il y aura des précédents, et même dans le Delaware en fait. LVMH aurait été forcé d'acquérir Tiffany avec une ristourne de 425 millions. Est-ce que c'est le plan d'Elon depuis le début ? Alors, complot? Bon, honnêtement, je sais pas, je suis pas financier, je sais pas du tout à quel point tout était planifié dans le génial esprit d'Elon Musk, mais il est tout de même possible que tout ce barnum ne soit pas si désastreux pour lui. Et voilà, Sega, de toute façon, ne fait que commencer. Je suis sûr qu'on aura encore d'autres rebondissements tout au long de ces 2 prochaines années, facilement, préparez-vous. Ça va nous faire des choux bien gras et huileux, ça, n'en pas douter. Ça va nous promettre des beaux épisodes de Tech Café, encore bien chou graifiés. En fait, ce qui est assez marrant, c'est de parler de théorie du complot, parce que si tu mets de côté justement le mot de complot, tout cela est parfaitement réaliste et très pragmatique. Il n'y a pas, tu vois, une espèce d'entente. Oui, non, mais il est pas reptilien, c'est pas pour ça, c'est sûr. On reste réaliste quand même. C'est pas pour ça. Mais sur le papier, tu as ces obligations qui arrivent à terme en 2022, mais nécessairement que tu t'organises pour ça, nécessairement. Et ce qui est terrible, c'est que il y a bien plus de justification pour l'intelligence du mec, parce qu'il est loin d'être con. Pour l'intelligence de ce mec-là, c'est bien plus justifiable avec une telle stratégie qu'avec simplement le fait de vouloir acheter Twitter pour le bien de l'humanité
fonctionnalités et de se rendre compte en cours de route que c'est difficilement aussi bien monétisable qu'il ne le pensait ou qu'il y a plus de bots que ce qu'il ne pensait au départ. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Et ce qui achève un petit peu de penser qu'il y a toute une mécanique de réflexion et que tout ça est très très construit bien plus qu'on ne peut l'imaginer, c'est quand il aborde des tweets avec notamment, tu sais, les images de joueurs d'échecs. Il est trop intelligent, il sait très bien calculer ses coups là. Il est sûrement très intelligent, je dis pas absolument pas le contraire, hein. Enfin, il faut voir aussi sur les stratégies de ce type, qu'il est aussi certainement entouré de véritables experts du truc, hein. Je veux dire, le mec, il absolument. a des comptables, des avocats, fiscalistes, des, voilà, à mon avis, il est bien entouré d'experts, et donc je pense que, bon, voilà, qu'il soit super intelligent, peut-être bien, mais il y a probablement plein de gens intelligents aussi autour, quoi. Donc, bon, écoute. Absolument. Bah, d'ailleurs, ça nourrit son intelligence, et c'est une intelligence collective qui tourne autour de lui, qui doit être, en fait, assez intéressante, mais bon, voilà, on ne certifie pas sur facture que c'est la seule chose qui a motivé cette démarche, mais c'est une belle explication en tout cas. Peut-être une ultime conclusion sur ce sujet, c'est que je pense que le grand perdant dans tous les cas c'est Twitter, parce que pas racheter voilà, l'image et le dynamisme du réseau social est pas là. T'imagines racheter à force, mais l'angoisse quoi. Quand en gros t'as un patron qui est obligé d'acheter la boîte, mais bonjour le malaise. Si c'est ce qu'il voulait, mais à moins cher. Ouais, bien sûr, parce que moi je fais partie des gens qui considèrent que Twitter a une influence dans la société qui est parfois positive, qui peut être très souvent négative et qui peut être très toxique. On l'a souvent dit, mais il y a aussi des enjeux très positifs grâce à Twitter. Et bon, bah écoute. On continuera à parler de Twitter, d'Elon Musk, vous en doutez, c'est trop captivant. En attendant, on va continuer un petit peu à parler de la famille de Musk, parce que moi j'ai découvert qu'au-delà d'Elon Musk, il y avait finalement une fratrie, c'est une vraie famille qui est très active. D'ailleurs, il y a son frère qui est au board de Tesla, je le savais pas du tout. Moi je découvre tout ça, Guillaume. Mais ouais, petit instant people, écoute, voilà, on peut mentionner donc Kimball Musk qui vient de reprendre le business de drone d'Intel. Voilà, alors, c'est vrai que il y a plein d'infos bizarres dans cette phrase, hein. Kimball Musk, business de drone d'Intel. Alors, effectivement, Elon a bien un frère qui s'appelle Kimball, et qui est plutôt dans la restauration d'ailleurs à la base. Et il a aussi une sœur qui s'appelle Tosca, qui est dans la réalisation vidéo pour la télé et le web. Et d'ailleurs, ils sont les enfants tous les trois de Errol et May Musk. May Musk, qui a d'ailleurs été mannequin pendant 50 ans pour le Times, pour Vogue. C'est assez exceptionnel. Voilà, c'était le moment people. Et donc ensuite, oui, Intel et les drones. Et oui, Intel avait fait des drones. Parce qu'Intel avait un temps complètement oublié quel était son métier. Et il sortait chaque année le même processeur, pendant que par ailleurs, il partait absolument dans tous les sens. Jugez vous-même. Intel Sport, décédé en 2021. Intel RealSense, en coma profond, c'est pas trop. Intel Studio, décédé en 2020, Intel Wearables, décédé en 2017, Intel Smart Glasses, décédé en 2018, et Intel Drones, décédé en 2022. Enfin, il reste quand même 9000 drones, hein, qui restent avec les logiciels, qui ont été cédés à Kimball. Le restaurateur touche à tout, hein, puisqu'il a aussi eu des boîtes de software, et là, il vient de créer Nova Sky. Il va donc s'amuser comme un petit fou à faire des light shows, hein, c'est son dada depuis le dernier Burning Man, c'est véridique. Hein. Donc c'est une info modérément intéressante, mais qui montre quand même surtout, et que c'est vraiment bienvenu, le grand écart entre la gestion du nouveau CEO d'Intel, Pat Gelsinger, par rapport à l'ancien, qui est parti dans tous les sens. Voilà, Pat, il patrouille un petit peu partout, et il est là où ça dépasse, tu vois, pour se recentrer au maximum sur le cœur des métiers. Je suis tellement fier, Guillaume, qu'avec les pédagogies autour des sujets qui sont dans ton domaine d'expertise, j'ai appris tant de choses et que j'ai peut-être réussi à te faire entreapercevoir ce qu'était la patte patrouille pour que tu le reglisses dans les notes d'un épisode après. Écoute, je suis quelque part à moitié fier. Merci beaucoup Guillaume. Merci infiniment. Au passage, quand on parle d'Intel, il y a la disponibilité là, avec en tout cas livraison courant août 2022 a priori des alternatives, on va dire avec des gros guillemets. J'espère que vous les entendez de Raspberry Pi. Vous savez, le petit ordinateur à pas cher et qui est très surprenant et on peut faire plein de choses avec ce type de petits produits. Il y a Intel là qui propose des alternatives, en tout cas sa vision des choses avec des processeurs Intel avec des prix qui vont de 129 à $259, donc on n'est pas tout à fait dans les mêmes gammes de prix, mais livraison courant 2022, donc ça arrive là aussi. Si vous voulez tester et nous faire vos retours, n'hésitez pas. En attendant, on continue à parler de nos sociétés qui nous sont si chères dans notre petit cœur et dans les conducteurs de nos épisodes, avec Meta qui bosse dur et qui obtient des résultats en matière d'intelligence artificielle, Guillaume. Oui, le Meta lance un nouveau traducteur capable de gérer 202 langues différentes, et parmi elles, 55 langues africaines. C'est plus de 2 fois plus que ce qui se faisait auparavant, et surtout, donc NLLB 200, c'est son petit nom. Mais il est bien meilleur sur les langues plus rares, et dans celles qui ont moins de locuteurs.
En général, en règle générale, NLLB est 44% meilleur que la concurrence, mais il est carrément 70% meilleur sur les langues rares d'Afrique ou d'Inde, par exemple. NLLB, ça veut dire No Language Left Behind, c'est-à-dire aucun langage laissé de côté. Et il me semble qu'on avait déjà évoqué le projet, il y a peut-être un an de ça, voilà, Meta l'avait annoncé, enfin Facebook peut-être à l'époque, d'ailleurs je sais plus. Le but était de créer l'état de l'art en matière de traduction pour le plus grand nombre de langues possible et de mettre ça en accès libre. Et c'est le cas, tout est sur GitHub. Donc on a accès à l'article scientifique, au blog, à une démo et aux diverses variantes du modèle avec plus ou moins de paramètres selon les capacités de calcul dont on dispose. Donc le plus gros ayant quand même 54 milliards de paramètres, donc ça fait un truc assez gros à faire tourner. Et il y a aussi des modèles distillés. Alors les modèles distillés, ils ont 200 millions et 1,3 milliard de paramètres, et la distillation c'est intéressant parce que c'est un peu l'équivalent de la compression de données pour les images par exemple. Donc on sait bien qu'une image compressée en JPEG, c'est pas exactement la même image que l'original, qui en RAW, typiquement, mais ou en PNG si vous voulez, mais c'est pas visible. Voilà, le JPEG il est pratiquement aussi bon, on voit pas la différence, mais là ça a un volume 10 ou 100 fois inférieur, donc ça vaut le coup. Et pour les réseaux de neurones, c'est un peu pareil. On a un gros modèle avec des milliards de paramètres, qui a appris à faire quelque chose, et on va essayer de transférer son savoir sur un modèle plus petit. Alors le modèle plus petit va sans doute être un petit peu moins bon, mais comme avec le JPEG, ça peut quand même valoir le coup, parce que s'il est un petit peu moins bon, mais qu'il est 99% aussi bon et qu'il est 10 fois moins gros, bah forcément ça vaut le coup. Et donc les modèles distillés de 1,3 milliard et 600 millions de paramètres, et pas 200 comme j'ai dit, pardon, ils ont appris des modèles à 54 et 1,3 milliard respectivement. Donc ça veut dire qu'ils vont être très efficaces pour leur taille, tu vois. Donc c'est vraiment intéressant ce type de truc, et ça devient assez courant maintenant la distillation. Et comment est-ce qu'ils arrivent à de meilleurs résultats du coup? Parce que si je me trompe pas, une intelligence artificielle qui aide à la traduction, la clé c'est le volume de données lié à des traductions. Justement, ils ouvrent aussi leur dataset, c'est-à-dire ils ouvrent aussi ceux dont ils se sont servis pour entraîner le modèle. Ils ouvrent aussi d'ailleurs les tests que tu peux faire, voilà, comment ils ont fait les tests si tu veux pour évaluer que le truc était super efficace, etc. Absolument tout est ouvert quoi. Donc c'est un modèle qui est très gros, qui utilise des modèles, enfin. C'est un modèle qui est très gros dans le sens où il a énormément de paramètres. C'est un modèle qui est très sophistiqué et qui donc a un énorme corpus qui effectivement, il y a énormément de travail, ne serait-ce que pour fabriquer le dataset quoi. Donc en plus, comme si ça suffisait pas, Meta va offrir une bourse de $200,000 à qui aura une application intéressante dans la vraie vie quoi, de ce modèle. Et donc évidemment, en attendant, bien sûr, Meta va l'utiliser quotidiennement sur son réseau lui-même, évidemment sur Facebook, où le modèle, il n'aura pas le temps de s'ennuyer puisqu'il y a dans les 25 milliards de traductions quotidiennes qu'il va effectuer. Et il n'y a pas que lui, puisqu'il y a aussi Wikimedia qui va en profiter pour ajouter 10 langues à son encyclopédie Wikipédia. Donc c'est une belle initiative internationale et universelle de Meta pour une fois. Donc ça c'est vraiment très cool. Alors bon, comme je suis sur Meta, il y a aussi une nouvelle qui est un peu moins cool, puisqu'apparemment, en termes internationaux, Meta est encore en délicatesse avec la Commission européenne, qui insiste pour qu'il stocke les données en Europe, les données des Européens en Europe. C'est la DPC, en fait, la Data Protection Commission irlandaise, qui tape du poing sur la table, et c'est un peu la CNIL irlandaise, en fait. Sauf que comme Meta a son QG en Irlande, ça fait plus de bruit quand il tape sur la table, la DPC. Donc pour le moment, les autres instances européennes qui s'occupent de la vie privée peuvent encore donner leur avis, mais d'ici un mois, la DPC décidera si oui ou non Meta peut continuer à fonctionner en l'état, de ce côté de l'Atlantique, donc du côté droit. Alors, Meta va-t-il devoir partir, comme il y a 2 ans? Parce que il doit partir tous les 2 ans, plus ou moins, mais bon, il part jamais. Donc voilà, d'un côté, il faut un super truc qui traduit 202 langues. Bon après, peut-être qu'il en aura besoin d'un petit peu moins d'ici peu, s'il part s'il part d'Europe, ça fera 24 langues de moins utilisées, ce sera dommage. Bon, c'est évidemment hautement improbable que pendant l'été, là, pendant qu'on ait le dos tourné, tout ça ferme. Ça ferait évidemment des coupes dans les revenus de l'entreprise qui seraient à mon avis très dommageables. Et il y a à mon avis plein d'autres solutions pour eux à trouver. Donc paniquez pas non plus et ne succombez pas à l'appel des putaclics, mais regardez cela avec beaucoup de pragmatisme. En attendant, pendant qu'on est du côté des réseaux sociaux, il y en a un qui est vraiment dans le feu des usages sur les réseaux sociaux. Tous les regards sont tournés vers lui. C'est TikTok, Guillaume. Et ouais, oui, la preuve que TikTok est devenu un réseau vraiment énorme et vraiment hyper important, c'est qu'il se fait attaquer en justice à cause de défis débiles qui tournent mal. Bon, évidemment, ça a un air de déjà vu tout ça, et l'histoire est évidemment triste. Apparemment, c'est un défi d'auto-strangulation qui a circulé sur TikTok, et 7 gamins sont morts. Bon, TikTok se défend en disant que le défi n'a pas son origine sur TikTok,
Mais bon, apparemment, il a été très lent à la détente. Et puis, les défis se seraient même retrouvés dans le moteur de recommandation. Donc, ils auraient été poussés vers les minots, quoi. Donc, des parents se sont organisés en une association et attaquent TikTok. Alors, non pas sur le contenu qu'il héberge, mais sur son design, en fait, sur son design même. Puisqu'en fait, comme la section 230 protège les plateformes du contenu posté par les utilisateurs, les plaignants ont opté pour l'angle produit défectueux. Et c'est un truc qu'on a déjà vu dans une plainte contre Facebook. Puisque maintenant, voilà, ils savent, donc en fait, ils changent un petit peu l'angle d'attaque. Donc l'argument est similaire, hein, le produit se vante de protéger ses utilisateurs, voilà, qui se vante d'être un produit sûr, bien entendu, surtout que ça s'adresse aux jeunes. Et alors que bon, non seulement il laisse des contenus nocifs circuler, mais en plus il les expose activement aux enfants via le flux recommandé. Et il y a une autre remarque intéressante, TikTok serait addictif, ça lui est reproché. Il cherche et il réussit à pousser les jeunes à passer beaucoup trop de temps et à regarder le flux infini de vidéos, au mépris de leur temps d'ailleurs, et de leur bien-être. Et donc en fait, c'est encore l'argument du produit défectueux. Bon, au-delà des drames d'ailleurs, la plainte du coup pose une question plus large. TikTok est extrêmement bon, clairement, à vous retenir, à capturer votre attention. Est-ce que c'est une feature ou est-ce que c'est un bug ? Sachant qu'il est comme ça parce que c'est évident que c'est plus rentable, et que c'est pas plus rentable pour vous, que c'est plus rentable pour lui, bien entendu. Pour Biden, c'est une feature. À quel point peut-on être trop bon à ce qu'on fait avant d'en devenir dangereux ? Et tu vois, à quel point est-ce que le pouvoir public doit tolérer l'optimisation comme ça de l'engagement, sachant qu'on utilise évidemment pour ça tous les biais cognitifs possibles. Bon, c'est une question qui est pas nouvelle, mais bon voilà, on verra bien où mène cette plainte du coup. Et ce qui est intéressant dans le cas de TikTok, je trouve, c'est que c'est très... En fait, tu peux très très vite... Enfin, en tout cas, non, pardon, tu peux très très vite. Je voudrais pas faire des généralités, mais en tout cas, de la part des gens que j'ai dans mon entourage et de mes consultations personnelles, j'ai quand même le sentiment que TikTok, en plus d'être extrêmement addictif, a aussi cette vertu de te dire que une fois que tu arrêtes TikTok, il y a vraiment des trucs que t'apprends, quoi, sur des trucs extrêmement variés. Et franchement, il y a des trucs en matière de bricolage qui m'ont été exposés, par exemple. Vraiment, je les ai mis en application, des trucs très concrets. Donc bon, TikTok, bravo en tout cas sur cette fonctionnalité-là, plus que ce bug, moi je dirais en tout cas, mais bon. Si le chemin continue dans cette direction et concerne de plus en plus d'acteurs, il est clair et évident qu'il y aura effectivement plus de questions à se poser. Déjà qu'on s'en pose aujourd'hui, j'ose pas imaginer dans un avenir où il y en a encore plus. Allez, on passe du côté de Google, parce qu'on n'a pas parlé de Google dans cette rubrique. En fait, j'ai l'impression qu'on se fait un peu le panorama des sujets un peu phares qu'on a l'habitude de parler dans Tech Café pour le dernier épisode de la saison. Et justement, alors on parlait de monétisation pour les réseaux sociaux, pour TikTok. Justement, Google et la publicité, c'est le sujet que tu as sélectionné. Mais oui, vous le savez, les législateurs américains font les gros yeux à Google parce qu'il a une position un peu trop confortable sur le marché de la pub en ligne. Puisqu'il fait tout, les outils pour acheter l'espace pub, pour en vendre, il a sa bourse, ses plateformes, voilà, il maîtrise toute la chaîne. Et quand on maîtrise toute la chaîne, c'est dur de pas se laisser aller, en profiter un petit peu. Alors, bien sûr, on est censé se faire taper sur les doigts si on le fait, et Google est dans le collimateur du département de la justice américain pour abus de position dominante avec Google Ads. Alors, selon Wall Street Journal, Google veut bien faire une concession. Il est conscient de ça, il se dit, bon, d'accord, je vais faire un effort. Ok. Voilà. Il veut bien se séparer de sa division pub. Et oui, vous avez entendu, Google se séparerait de Ads. Il en ferait quoi ? Il le donnerait à Alphabet. Ça deviendra donc Alphabet Ads. Voilà, ça n'a plus rien à voir, donc c'est réglé. Je veux dire, voilà, c'est réglé, merci, au revoir, c'est plus Google Ads, c'est Alphabet Ads. Est-ce que c'est du foutage de gueule ? Oui, monsieur, Alphabet, c'est une holding dont Google fait partie, elles ont le même PDG, Sundar Pichai. Elles ont le même directeur financier, le business de la pub, c'est ce qui finance la totalité d'Alphabet, à peu de choses près, de Search à DeepMind. Bon, c'est un tour de passe-mâche, je sais pas si ça va marcher, mais c'est bien tenté. Le fait de le sortir de Google, ça me paraît être une initiative intéressante. Le fait de le laisser dans le même groupe, quelque part, c'est compréhensible qu'il veuille le garder dans le même groupe. Par contre, effectivement, il pourrait faire des efforts sur le management, sur le cloisonnement des infos, etc. Bon, c'est pas encore gagné. On continue toujours avec Google parce que la publicité ne s'arrête probablement pas, mais vous le savez déjà, au moteur de recherche. Peut-être qu'il va s'étendre jusqu'à, allez savoir, votre écran de smartphone, l'écran verrouillé. Il faut dire, la pub finance l'internet gratuit, c'est ça qu'il faut se dire. Bon, ça se voit un petit peu quand même. Moi, je m'émerveille à chaque fois que j'utilise Flipboard de voir que le contenu d'une page occupe en général moins de 30% de mon écran. Et ça a toujours tendance à baisser. C'est vraiment beau. Parfois, j'ai l'impression que s'ils pouvaient, les publicitaires viendraient chez moi installer des télés sur une placard de cuisine et sur la porte de mes toilettes pour me diffuser des pubs, tu sais. Arrête, il y a des gens qui vont nous appeler pour nous proposer ça. Avec des caméras pour être sûr que je regarde bien les annonces. Mais ils me rémunéraient en conséquence, bien sûr, tu vois. Est-ce que j'accepterais, du coup ? Pour combien j'accepterais ? Oui.
Pour très peu, je suis sûr. Si me payer Internet et Netflix, vénal. tu vois, c'est ça. À partir de combien j'accepterais de me compromettre comme ça? Quelque chose me dit que ton prix sera assez élevé, mais bon. Ouais, probablement, mais bon, quoique, je sais pas. Enfin bon, en attendant cette ultime étape, en voilà une nouvelle franchie par Glance. Donc Glance, un regard en anglais, hein, c'est une boîte qui s'est donnée pour mission de pourrir le dernier espace vierge sur votre téléphone Android, c'est-à-dire votre écran de verrouillage. Alors Glance, en fait, il est déjà arrivé en Europe, en réalité, sur certains terminaux d'un certain pays, mais il est assez sage ici. C'est l'écran de verrouillage un peu plus interactif, enfin, en tout cas qui veut absolument qu'on interagisse avec lui. Il envoie quelques notifs et des suggestions et passe quelques photos sponsorisées. Mais Glance, c'est une boîte indienne, et en Asie, il y va beaucoup plus franchement. Donc Glance diffuse des news, des vidéos, des pubs sur l'écran de verrouillage en permanence. Enfin, en tout cas, dès qu'il soupçonne que ton regard se pose sur lui, bien sûr. Alors Glance, c'est tout jeune, c'est financé en partie par Google, tiens, et revendique 400 millions de téléphones infectés. Enfin, je veux dire, d'utilisateurs utilisés. Glance se compare avec Apple et assure avoir réinventé l'écran de verrouillage depuis 3 ans. Sans doute. Alors, je souhaite pas aux amateurs d'Apple, qui pour l'instant sont pas concernés, de se prendre des pubs Perrier ou Cofidis toute la journée lors de leur prochaine mise à jour iOS. Vous voyez, je suis pas chiant quand même, je suis pas si méchant que ça. Mais bon, Glance c'est sur Android, et vous me direz, ben voilà, l'installez pas du coup. Mais le truc, c'est qu'aux États-Unis, d'ici 2 mois, ça sera installé d'office par certains fournisseurs d'accès mobile. Est-ce que ce sera désinstallable? C'est même pas clair. Donc les pauvres, remarque, ça va sans doute commencer doux, puis ça va monter en puissance petit à petit. Bon, après, c'est logique. Ça me rappelle quand même le principe de la pub sur le Kindle, hein, parce qu'Amazon te propose des Kindle moins chers si t'acceptes la pub. Il y a des pubs il y a des pubs dans les apps, dans toutes les apps, dans l'OS, on en a vu. Sur l'écran de verrouillage, c'était prévisible, hein, limite. J'ai un garde-fou de consommateur, moi, c'est les souvenirs de forfait Bouygues Télécom. Je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, au début de l'ère du mobile, on parlait du e-mode il y a pas si longtemps. Bon, dans cette époque-là, il y a eu des forfaits où, avant d'appeler, en fait, en gros, c'était des forfaits par carte, prépayés, et tu n'étais pas décompté de tes appels si tu acceptais d'entendre une petite pub avant de passer ton coup de fil. Ça a été un bide catastrophique. Et c'est, quelque part, c'est resté comme un rempart pour moi en matière de consommation des usages numériques et de publicité. Alors, justement, Guillaume, sans même parler de cette pub qui arrivera peut-être à l'avenir sur nos écrans verrouillés, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur cette grande question que je citais en intro, à savoir, non pas la question sur les femmes, tu l'as compris, mais sur le smartphone, est-ce qu'il ne nous rendrait pas idiots à force, Guillaume? Eh bien, écoute, les scientifiques sont partagés, enfin, ça penche un peu du côté oui quand même, c'est ça qui est un peu terrible quand on lit l'article du Guardian, qui s'intéresse en particulier à la question de la mémoire, c'est-à-dire nos smartphones nous transforment-ils doucement en poisson rouge Alzheimer? La question est pas simple, après tout, on a des aides-mémoire depuis un bail, depuis qu'on trace des trucs sur les murs ou sur du papyrus. Donc, les circuits qui sont pas utilisés, par les données déportées comme ça ailleurs, sont utilisés pour autre chose. C'est l'opinion de Chris Bird, de l'université de Sussex. Malheureusement, tout le monde n'est pas de cet avis. Et Olivier Hart, qui lui pense qu'il est bon de garder certaines choses dans la tête quand même. Il prend l'exemple d'études qui ont été faites sur des gens qui utilisaient intensivement et exclusivement le GPS et son guidage vocal, et on a constaté qu'ils développaient des déficiences de la mémoire spatiale. Leur hippocampe devenait un poil flemmard, et donc il serait bien de continuer à faire fonctionner certains processus cognitifs, parce qu'ils peuvent être liés entre eux, en fait, les processus cognitifs, et bon, si t'en arrêtes un, ça peut avoir des effets sur notre partie du cerveau. Bon, lui, il est pas ultra optimiste sur le nombre de cas de démence sénile des futurs utilisateurs intensifs de GPS ou de smartphone. Et le smartphone en particulier, évidemment, c'est un appareil qui est très utile de mille manières, c'est une banalité, mais il est aussi potentiellement extrêmement dangereux pour l'attention et la concentration. Et tous les deux sont liés à la mémoire. En fait, si on n'est pas attentif à quelque chose, on ne pourra pas s'en souvenir. Si tu es sur Instagram ou sur TikTok dans une situation, tu pourras pas te souvenir de la situation correctement. En fait, il y aura même pas de souvenir à mémoriser, puisque t'es pas là en réalité. Donc, si ça arrive vraiment souvent, si notre attention est trop accaparée par le téléphone, ça nous changera. C'est assez logique, parce que nos souvenirs, nos expériences, c'est ce qui modèle notre personnalité, c'est ce qui nous modèle nous-mêmes. Si on se souvient pas de ces actes de notre histoire, du coup, ça change qui nous sommes. C'est ce qu'indique et explique Wendy Suzuki, chercheuse en neurosciences de la mémoire. Et il y a un autre fléau qui est très intuitif, c'est la perturbation de la concentration. Parce que les humains sont pas multitâches. Hormis pour des tâches simples qui mettent pas en jeu les mêmes réseaux de neurones, ils sont pas multitâches. Pour qu'un souvenir se forme, il faut qu'on se souvienne, il faut qu'on soutienne notre attention. Il faut qu'on soutienne notre attention sur un sujet pendant assez longtemps. Si on est interrompu trop souvent, on retient mal. Il y a des tests qui ont été faits. En 2010, il y a un test de compréhension écrite, de lecture, avec des groupes d'étudiants. Il y a un groupe qui recevait des textos avant,
pendant l'autre, donc un deuxième groupe qui recevait des textos pendant, et le dernier qui recevait pas de texto du tout. Et au test de compréhension, ceux qui ont reçu des messages se rappelaient plus globalement de ce qu'ils venaient de lire. Donc le morcellement de l'attention, c'est un danger réel et grave, hein, selon Catherine Price. C'est pas le transfert de données sur un support externe qui pose problème. Parce qu'un carnet d'adresse, il retient notre place. Mais ce qui est bien avec un carnet d'adresse, c'est qu'il nous interrompt pas avec une notif toutes les 5 minutes. Parce que rien que le besoin maladif de checker son téléphone quand on entend une notif est suffisant pour nous perturber. Et pour empêcher qu'un souvenir se transfère de la mémoire immédiate vers la mémoire à long terme. Et du coup, on l'oublie. Et ça inquiète aussi Eric Kandel, qui est biochimiste, et Adam Gazzaley, qui est neuroscientifique. Donc, nos cerveaux, ils sont vieux, hein, on est des vieux trucs, hein, donc ils sont pas prévus pour gérer des sollicitations constantes. On est prévus pour être focus dès qu'une branche bouge, dès qu'il se passe un truc, parce qu'il pourrait y avoir un danger. Mais là, si on se focalise sur le téléphone dès qu'il bouge, le truc c'est qu'il bouge tout le temps et pour des conneries. Donc la distraction rend l'encodage mémoriel plus difficile. Donc si en moyenne, l'encodage mémoriel est plus difficile, ça veut dire qu'en moyenne on aura moins de souvenirs. Et si en moyenne on a moins de souvenirs, ça devient un handicap, parce que comprendre des choses, c'est connecter des concepts, c'est relier des souvenirs entre eux quelque part. Si on a moins de souvenirs, on a moins de choses à connecter, on pourra faire moins de connexions. Alors je vais être gentil d'ailleurs, je vais passer sous silence l'étude qui montre par IRM que les enfants qui utilisent plus de tech ont un cortex moins épais, et je préfère le passer sous silence pour moi-même. Perso, je veux pas passer d'IRM, hein. je suis peut-être plus proche d'Homer Simpson en fait que de Stephen Hawking, mais je veux pas le savoir. Mais bon, voilà, vous aurez compris, l'article commence en disant oui, bon, les avis sont partagés, tu vois. Bon, après, il y a un gars qui dit que ça roule et tous les autres qui sont catastrophés, donc c'est un petit peu difficile de sortir là serein. Mais bon, voilà. Dans ce sens-ci, c'est pas positif. Non, après, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les téléphones peuvent être des fléaux pour la concentration, quoi. Il faut lutter. Voilà, faut reprendre le pouvoir, quoi. Le téléphone ne doit pas dicter sa loi, il nous siffler à tout bout de champ, tu vois. On est le propriétaire, il est à notre service et pas l'inverse. Bon, après, voilà, écoute, l'attention, c'est précieux, hein. TikTok dépense des dizaines de millions de dollars chaque année pour la capter le plus possible. Et il y arrive d'ailleurs, donc là aussi, il faut reprendre le pouvoir. Ce qui est intéressant dans ce que tu soulignes, hein, c'est à quel point c'est même pas tant le smartphone que les multiples interactions et notifications qui amènent au smartphone qui sont problématiques, et aussi le fait que à la limite le smartphone pourrait être reposé sur le coin de la table. C'est nous qui allons susciter des interactions quand il n'y a pas de notification. Donc quand je dis nous, évidemment, vous avez compris, c'est des grandes tendances de consommation et plus que des individus. Mais moi, je fais partie de ces gens qui sont convaincus, et j'ai pas d'éléments tangible pour le démontrer ou m'en convaincre, mais que m'orienter dans l'espace, c'est compliqué pour moi parce que depuis toujours j'utilise des GPS et des moyens de guidage. Je suis convaincu que je me souviens de très peu de choses sur un certain nombre de choses parce que je prends pas le temps de me poser. Bon, écoute, je vais peut-être essayer moi une digital detox comme on dit là pour les vacances de cet été. Je sais pas si vous aussi vous le faites. Je vous dirais pas que si vous le faites, venez le partager sur Discord parce que ce serait un petit peu une injonction contradictoire. Dans l'article, il donne des petites méthodes, hein. Par exemple, il dit il faut s'entraîner à ne pas utiliser, à ne pas prendre son smartphone pendant des temps de plus en plus longs. Donc au début, tu essayes un quart d'heure. Ouais, mais c'est exactement ça en fait, c'est une sorte de sevrage. Au début, tu te dis voilà, je mets une alarme et je touche pas le téléphone tant que l'alarme sonne pas, l'alarme elle est dans 15 minutes plus tard. Je touche pas le téléphone pendant 15 minutes. Après 20 minutes, après 30 minutes, après 50 minutes, 1 heure. Et puis, après, il faut voir si ça te suffit ou pas, tu vois, je sais pas, mais voilà, c'est cette idée effectivement, ça ressemble à un sevrage, c'est assez fou, quoi. Je vous invite à regarder, peut-être ça pourra marcher pour vous, Forest, qui est une application qui en gros vous propose de faire pousser un arbre, mais sauf que si vous utilisez votre smartphone, ça le fait crever. Je le fais de manière très très schématique, mais c'est assez rigolo, c'est bien fait. Peut-être que ça vous aidera cet été, plus que de venir dire sur Discord que vous faites un digital detox. On va clôturer cette rubrique où on fait le tour, voilà, nos grands sujets sociétaux dans le domaine de la tech qui nous occupent au quotidien, ou plutôt de manière hebdomadaire, avec forcément, il faut en parler, du NFT, parce que c'est vraiment un sujet qu'on a vu exploser en 2021 et qu'on a continué de suivre. J'ai quand même l'impression là que plus les semaines et les mois passent, plus l'intérêt des NFT commence à être de plus en plus faible, et peut-être qu'on est dans le bas, tu sais, de la courbe de la hype et que ça va remonter de manière plus sérieuse. Oui, on va y revenir tout à l'heure dans la rubrique suivante, mais quand même, hein, un petit mot pour Reddit qui nous propose des avatars à collectionner. Ben oui, Reddit qui a introduit ces avatars qui sont des photos de profil dont les droits et les métadonnées sont stockés sur une blockchain, mais ce qui est marrant, c'est que Reddit se garde bien dans tout le communiqué de presse de mentionner le mot NFT.
Alors, je trouve ça assez drôle après une période où tout le monde devait absolument foutre Web3 et NFT au moins 2 fois par paragraphe. Tu vois, Reddit soigneusement évité de le mentionner comme si le terme était devenu radioactif. Voilà, donc voilà, les droits d'usage sont écrits sur la blockchain Polygon, qui est d'ailleurs au passage est passé de blockchain durable, on pense d'ailleurs au NFT de Pâques, on en avait parlé dans un autre truc, à blockchain qui s'engage à devenir durable, donc voilà, peut-être un jour, et qui de toute façon le deviendra automatiquement quand Ethereum passera en version 2, donc ça va venir, mais bon, même s'il y a encore une fois déjà des chaînes Proof of Stake qui existent, mais passons. Du reste, encore une fois, la valeur ajoutée des NFT est pas complètement claire, hein, les artistes sont rémunérés quand vous achetez leur création, encore heureux. Je vois pas, après, l'écrire sur Polygon, je sais pas, est-ce qu'ils vont être rémunérés à chaque fois pour une utilisation sur un autre réseau? Est-ce que je vais pouvoir utiliser ça sur Twitter, tu vois, qui est quand même à fond sur les NFT? Je sais pas, pour l'instant c'est pas clair, c'est pas écrit, je sais pas. Point important, si vous n'avez pas de crypto pour les acheter, c'est pas grave, le prix est fixé en monnaie standard, c'est une bonne nouvelle, hein, par les temps qui courent. Donc Reddit, un peu le dernier réseau d'hôtes à en mettre, voilà, un peu de NFT dans son offre, après Twitter, Meta, enfin Instagram, et même eBay. De toute façon, tous ces projets de foutre des NFT un peu partout, ils ont été démarrés facilement en janvier dernier, hein, en pleine hype. Bon, maintenant, c'est un peu retombé, évidemment, donc ils se concrétisent forcément dans un contexte qui paraît un peu moins favorable. Tel point manifestement que NFT est presque un mot tabou, je sais pas. Faut dire que le mot a pas très bonne presse, il y a beaucoup de scams toujours, il y a énormément de choses qui sont véhiculées avec ça. Ça a pas beaucoup, voilà, ça a quand même beaucoup changé en 6 mois, quoi, hein. Puisque en juin, d'ailleurs, c'est pour avoir un petit chiffre, il y a eu pour 1 milliard de ventes de NFT en juin, ce qui est quand même pas mal, mais c'est quand même 12 fois moins qu'en janvier. Et les NFT, évidemment, sont payés en crypto, et oui, le marché a globalement été divisé par 3 depuis novembre dernier. Bon, après, voilà, les options Web3 coûtent pas si cher à implémenter sur les plateformes multimilliardaires comme ça, donc elles vont sans doute rester, et puis au moins un moment, puis on va voir sur le long terme ce que ça donne. Les réponses dans les prochains épisodes. En attendant, ça hack, ça fuite, ça leak, ça arnaque, c'est l'objet de notre courte seconde rubrique de cet épisode, avec pour moi une palme des jeux de mots, des conducteurs, des notes d'épisode, Guillaume, mais je vous laisserai aller regarder un petit peu plus de quoi je parle pour ce premier sujet. Un petit retour sur Axie Infinity dont on avait déjà parlé, Guillaume. Bon, on a un petit peu plus sur le hack sensationnel d'Axie Infinity, parce que sensationnel, c'est 625 millions de dollars quand même. Donc il avait consisté à prendre littéralement possession de la blockchain Ronin de Sky Mavis en contrôlant une majorité de nœuds de validation. Une fois qu'on contrôle la validation des blocs, il suffit de se faire cadeau à soi-même d'un gros paquet de crypto, et puis youpi, quoi, c'est bon. Mais bon, pour prendre possession de ces nœuds, il faut quand même mettre un pied dans la boîte. Et pour ça, les hackers supposément nord-coréens d'ailleurs, ont contacté via LinkedIn des employés de Sky Mavis. Et pour des offres d'emploi en plus. Donc ils leur ont fait des offres d'emploi, et les hackers ont littéralement fait passer des entretiens d'embauche aux gens d'Axie Infinity, pour le compte d'une fausse boîte, qui leur promettait évidemment des postes à Nord, et touche finale, ils envoyaient un PDF infecté, contenant le contrat, et il y a un des principaux ingénieurs contactés qui a ouvert, et boum, ça y est, comme quoi ça arrive même au meilleur. Et de là, classique, hein, le PC de l'ingénieur a été infecté, il a été sous contrôle, et puis après, ils se sont introduits dans tout le réseau, ils ont trouvé les machines qui s'occupent de la validation pour les contaminer aussi, et du coup, il y a 4 nœuds sur 9 qui ont été capturés comme ça. Alors, Ronin est décentralisé, mais pas trop, donc 9 nœuds. 4 nœuds sur 9, c'est pas assez quand même. Donc 4 nœuds étaient chez Sky Mavis, et le reste était dans la DAO Axie Infinity. Alors, pour se faciliter la vie, Sky Mavis avait un serveur qui exécutait du code gratuitement dans le contexte d'Ethereum, puisque c'est un monde blockchain, donc normalement tu payes du gaz pour exécuter des trucs, mais évidemment ça coûte très cher, donc ils avaient un serveur de relais quelque part qui exécutait ça sans gaz, et ça permettait d'aller beaucoup plus vite que de faire appel à la chaîne principale qui était déjà surchargée. Donc les hackers ont trouvé une faille dans ce serveur qui détenait une signature qu'ils ont pu utiliser pour tromper un validateur de la DAO d'Axie. Et donc, ils ont eu 5 nœuds sur 9 et c'était plié. Ils ont pu valider la transaction et vider les comptes de la boîte de 173 000 Ethers. Donc, il y a une partie qui est techniquement pointue quand même, hein. Mais ce qui est marrant, c'est que finalement, le plus gros du hack, et c'est un hack de plus d'un demi-milliard de dollars, c'est du social engineering, encore. Voilà, le problème entre la chaise et le clavier, quoi. Ça se démontre une fois de plus, hein, qu'on a beau sécuriser tout ce qu'on veut, réfléchir aux choses les plus blindées possibles, il y a quand même l'être humain, ce foutu être humain et tous ses défauts. Et d'ailleurs, tu continues un petit peu sur les piratages et les hacks autour du Web 3 avec une somme record, Guillaume. Oui, on peut mentionner aussi le rapport de Certic qui a publié son rapport trimestriel sur les hacks dans le secteur du Web 3. Et ça va pas mieux, hein, malheureusement. En 2022, jusqu'à présent, 2 milliards de dollars auraient été volés via diverses arnaques, hein, donc plus que sur toute l'année 2021.
Alors, le phishing est toujours très efficace sur Discord, donc il faut beaucoup se méfier, évidemment, c'est toujours un vecteur très utilisé pour les scammers. Les rug pulls, par contre, sont les rug pulls, le cas où tu sais, quand tu fais monter quelque chose, après tu t'en vas avec la caisse, tu pars avec la caisse. Tout ça, c'est en perte de vitesse, ce qui est assez normal vu que les investisseurs deviennent de plus en plus frileux. Par contre, la tendance, elle est au flash loan. Donc le prêt flash. Alors, c'est une spécificité crypto, ça j'imagine, hein. Je sais pas, mais j'imagine. En gros, ça consiste à pouvoir emprunter une très très grosse somme d'argent, mais pour un temps très court. Tu peux littéralement emprunter 1 milliard de dollars pour quelques minutes. Alors, qu'est-ce qui peut mal tourner, franchement? On se demande. Bon, par exemple, en avril, il y a des petits malins qui ont effectivement emprunté l'équivalent de 1 milliard de dollars en crypto et qui s'en sont servis pour acquérir une majorité de 67% de parts dans le projet Beanstalk. Ils ont après voté pour se transférer 182 millions de dollars sur leur compte. Après, ils ont remboursé leur prêt rubis sur l'ongle et ils ont fait tout ça en moins de 13 secondes. Et oui, quand on dit flash, on ment pas, c'est vraiment flash. Donc Beanstalk, c'est la plus grosse victime de flash loan cette année. C'est pas la seule. Il y a à peu près 300 millions qui ont été volés comme ça, et enfin encore volés. Et voler, finalement, c'est vide, c'est juste une exploitation d'une énorme faille du système. Quoi, le flash loan est possible. Est-ce qu'il est souhaitable? C'est pas clair. On continue avec GameStop, hein, on vous rappelle cette enseigne de magasins qui vend notamment des jeux vidéo et qui est d'ailleurs la maison mère de nos bons vieux magasins dont j'ai oublié le nom en France. Guillaume, aide-moi. Merci Micromania. Je t'aime bien chez Micromania. Ça se porte pas toujours super bien chez GameStop, Guillaume. Ouais, on parlait. D'ailleurs, au passage, on parlait la semaine dernière de Three Arrows Capital qui était en faillite et on a sans doute mentionné qu'ils avaient des dettes auprès de pas mal d'autres acteurs, dont Voyager Digital, lequel vient de partir en banqueroute aussi. Et il gérait quand même 1,3 milliard de dollars de cryptoactifs. Et ses fondateurs semblent se faire vraiment très discrets. D'ailleurs, les fondateurs de Three Arrows Capital, c'est Suchu et Kyle Davis, ont disparu des radars. Les gens de Teneo en charge de la liquidation commencent à s'inquiéter un petit peu. Ils disent même, je cite, il y a un risque imminent que le duo ne transfère le reste des fonds quelque part ailleurs. Comprendre dans leur poche. Peut-être le début d'une histoire tout à fait passionnante, mais bon, voilà. Une autre boîte qui va moyen, c'est GameStop, parce que, manifestement, puisqu'elle licencie un nombre non spécifié de gens à son QG de Grapevine, au Texas, mais aussi chez Game Informer, puisque c'est un site qui leur appartient, et ils ont aussi viré leur directeur financier. Bon. Selon son communiqué, ils continuent quand même à investir dans les magasins en dur, mais ils parient aussi beaucoup sur ces projets blockchain. Alors ils ont lancé leur propre portefeuille crypto, et ils veulent devenir une plage de marché NFT qui se base sur Ethereum et Loopring, qui est une chaîne de deuxième couche d'Ethereum, un petit peu comme Polygon, hein, j'ai l'impression. GameStop héberge désormais une place de marché pour des NFT au sens large, elle vient d'ouvrir, et j'y suis allé faire un tour. Pour le moment, ça ressemble à n'importe quelle autre place de marché de ce genre, avec des collections de GIFs animés ou pas d'ailleurs à collectionner, comme les Metaboys. Certains sont proposés à 10 Ethereum. 10 Ethereum, c'est plus de 10 000 balles quand même. Hein. Ou les pop art. Pop art, ils offrent des images stylisées de manettes. Certaines dépassent les 100 000, voire les 400 000 dollars quand même. Donc, intéressant. Le truc, c'est que c'est la même absurdité que partout ailleurs. C'est-à-dire que la manette à 400 000 balles, elle s'est vendue dans les 300 dollars déjà, hein, il y a moins de 24 heures. Et ça se retrouve aussi sec en vente à ce prix obscène, de 420 Ethers, pour être précis. Et c'est pas le plus cher. Powerade est proposé à 1337 Ethers. Il a été racheté 0,3 Ethers hier. Bref, voilà, classique. Un mec avec des Ethers en trop achète ces trucs à pas trop cher et les revend énormément plus cher, aussi sec, des fois qu'il y a un gogo. Voilà, la vie normale dans le monde des NFT, hein, sinon power to the players, hein, comme ils disent sur le site. Bref, GameStop assure vouloir aller quand même au-delà des JPEG à collectionner. Il prévoit d'accueillir des NFT Immutable X, si on veut, utilisés par donc des jeux vidéo Web3, des jeux vidéo comme Planet Quest, Illuvium ou Gods Unchained, bon, qui n'existent pas encore, dont le succès est très loin d'être assuré. Je sais qu'ils sont pas encore sortis et que donc les condamner à l'avance, c'est pas très sport. Je le reconnais. Malheureusement, perso, j'ai beaucoup de mal à croire dans le modèle play to earn, tu vois. Donc un jeu dans lequel tu gagnes. Donc jouer pour gagner, sous-entendu gagner de l'argent, enfin en tout cas gagner, voilà. Donc un jeu dans lequel tu peux gagner de l'argent, enfin en tout cas une valeur que tu peux conserver en jouant, une vraie valeur, ça me paraît compliqué. Et globalement, mon sentiment il est assez simple, hein. Personne ne va vous payer pour s'amuser à sa place. Personne va te payer pour prendre du plaisir à sa place, tu vois. Si on paye quelque chose, c'est que ça coûte du temps, de la peine, des ressources, etc.
Comment vous gagnez avec ce modèle-là qu'est-ce que vous gagnez avec les jeux Web3 ? Vous gagnez des NFT ou des cryptos. Bon. Ces trucs n'ont que la valeur que les acheteurs sont prêts à donner. Évidemment. Si tout le monde peut acquérir la même chose en s'amusant, mais ça va rien valoir. Et en fait, c'est exactement l'argument de Marc Venturelli, d'ailleurs, qui a fait un speech anti-NFT, une conférence de jeux vidéo sponsorisée par des boîtes de NFT, ce qui a été plutôt cocasse, mais bon. Les exemples existent déjà de toute façon. Pas avec des cryptos, mais c'est pareil. Sur EVE Online, qui est une économie naturelle, c'est-à-dire qui est créée, maintenue par les joueurs, dans EVE Online, le marché est contrôlé par des groupes puissants et organisés, qui sont coordonnés, donc sont ultra efficaces. Et je suis sûr que les exemples abondent. Je veux dire, c'est évident. Si une guilde super puissante inonde le marché avec des items de haut niveau, toi, ta petite épée rare que t'as obtenue en t'amusant, peinard, elle vaut quoi ? Elle vaut rien. Si tu veux, pour moi, les deux verbes, play et earn, sont irréconciliables. Soit tu t'amuses, et donc, c'est pas monnayable, c'est même toi, en fait, qui dois payer pour le fun qu'on te donne. Soit tu gagnes du fric, mais ça devient un boulot. C'est tout, c'est un boulot. Comme on l'a vu sur Axie Infinity, et comme on le voyait déjà il y a 15 ans avec les farmers d'or sur les MMORPG. Parce que c'est ça, c'est-à-dire, les MMORPG, ils vendaient de l'or, ils gagnaient du fric en vendant de l'or, mais ils passaient leur temps à farmer de l'or, c'était pas amusant. Donc, je suis dubitatif concernant les play to earn, et tout autant en ce qui concerne les promesses d'interopérabilité entre les jeux, ça sera sympa pour le coup, mais quel intérêt aurait un éditeur à s'embêter à te donner techniquement la possibilité de passer à la concurrence ? C'est vraiment pas clair. Et donc, rebref, je suis en conséquence tout aussi dubitatif sur la capacité de GameStop à se faire remorquer par la blockchain. Pourtant, je leur souhaite pas de mal, vraiment. N'oublions pas qu'effectivement, ils possèdent les Micromania et j'ai aucune envie de voir les Micromania disparaître ou en difficulté, tu vois. Mais bon, moi, je suis assez inquiet, quoi. C'est pas un truc effectivement qui sur le papier me paraît être une économie d'avenir malheureusement, mais c'est vrai que sur le play to earn ça donne quand même le sentiment que on espère qu'il va y avoir autre chose que l'offre et la demande, tu sais, l'équilibre entre des trucs qui sont vendus en échange de trucs qui sont achetés, un truc qui coûte quelque chose et en face un truc qui rapporte, ça donne l'impression qu'il y a une espèce de volonté d'équilibre entre l'offre et l'offre. Justement, mais on va en reparler dans la section de jeux vidéo. Il y a un truc intéressant, mais c'est un truc qui est apparu de manière organique, tu vois, c'est pas un truc qui a été prévu. Donc, on va en reparler. Bon, effectivement, là, on va conclure avec ça. Hubert. C'est pour ça c'est quand même pour l'avis dans Apple Podcast où on disait qu'il aimait pas trop la rubrique jeux vidéo. On essaye de te la vendre comme on peut, Flobosso. Donc reste connecté jusqu'au bout. Et oui, il faut quand même qu'on termine avec ce sujet qui est c'est difficile de passer à côté quand même Uber Files, la fuite de données concernant Uber, Guillaume. Oui, c'est tout chaud, ça date d'hier plus ou moins. Voilà, vous avez certainement vu passer ça, c'est un peu partout dans les médias. Le scandale Uber ou les Uber Files qui consiste en 124 000 documents de toutes sortes. 83 000 mails, des messages textes qui couvrent donc la période 2013 à 2017. Quelle boîte stocke des SMS ? Bon, pardon. Écoute, il y en a en tout cas qui, alors bon, voilà, je sais pas, je connais pas le détail par contre, mais globalement c'est plein d'infos qui couvrent la période calanique chez Uber donc. Et bon, je l'ai mise dans cette section. D'ailleurs, au début, je pensais qu'il pouvait s'agir d'un hack. Tu vois, au tout début, quand j'ai vu passer l'info, mais finalement, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, on a su que c'était un lanceur d'alerte, et que c'est pas n'importe quel lanceur d'alerte, puisque c'est Mark McGann, qui était le lobbyiste principal d'Uber en Europe, et en Afrique et au Moyen-Orient, dans ces années-là, en tout cas. Et c'est lui qui est d'ailleurs fréquemment cité dans les échanges, du coup lui-même il s'auto-leak quelque part dans son activité passée. Il est complètement en partie prenante, mais en plus dedans, il est complètement dedans. Et il a son mea culpa quelque part. Ouais, il a fourni tout ça au Guardian, il a partagé ça a été partagé avec les grands journaux comme Le Monde en France par exemple, et bon, Travis Kalanick, c'était le CEO pendant les années d'explosion exponentielle d'Uber. Quand il s'est répandu partout dans le monde, voilà, souvent en piétinant les lois locales, en déclenchant des mouvements de protestation monstres chez les taxis. On s'en souvient clairement. Je crois qu'on faisait déjà tablette café ou thé café à cette époque-là. Donc Travis a toujours été une figure très controversée. Le Uber des années 2010 avait une réputation vraiment extrêmement toxique et Kalanick n'était pas réputé pour son éthique au sens large. Il est parti à la suite de scandales d'agression sexuelle quand même et de problèmes de corruption en 2017. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que les Uber Files décrivent un Kalanick tout à fait fidèle à lui-même, cynique, roublard, arriviste, parfaitement conscient de forcer un service illégal dans une majorité de pays, et prêt à s'arranger à l'amiable avec qui il faudra pour faciliter la pénétration. Il disait lui-même qu'ils étaient fucking illegal et officiellement des pirates. Au point qu'il avait un système, d'ailleurs, même pour couper toute communication avec les systèmes centraux, en cas de descente de police dans les bureaux Uber.
Ouais, c'était magnifique. Donc très vite, c'était prêt à mentir, à corrompre des économistes et des universitaires aussi pour qu'ils aillent dans son sens et qu'ils aillent en parler à la télé, bien entendu. Donc manipulation des médias, évidemment. D'ailleurs, entre autres, de toute façon, lui-même aurait peut-être soudoyé son propre comité exécutif. Donc tu sais qu'elle a nique. Bon, prêt aussi à instrumentaliser ses propres chauffeurs quand même, puisqu'il les envoyait au casse-pipe dans les manifs de taxi. Ça s'est passé en France, mais ça s'est aussi passé dans d'autres pays d'Europe. Et il écrit « Je pense que ça vaut le coup. La violence garantit le succès. » Et c'est pendant cette période que McGann commence à être lui-même menacé d'ailleurs. Suivi, il commence à avoir besoin de garde du corps. C'est une période qu'il a mal vécue et qui porte peut-être les germes de son envie de tout balancer, quoi. Donc ça a peut-être un contentieux sur les indemnités de départ de chez Uber, je ne sais pas. Au-delà de Kalanick, dont finalement le portrait général, qui était déjà déplorable avant, a pas finalement changé, pas beaucoup changé. Ben, évidemment, ce qui interroge, c'est l'implication des divers hommes politiques qui ont aidé tout ça, et parmi eux, il y a Emmanuel Jupiter Macron himself, quoi, tu vois. Donc à l'époque, il était ministre de l'économie de Hollande. Macron et son staff étaient en contact étroit avec Kalanick. Macron était très réceptif à Uber, il a travaillé pour lui dans l'ombre pendant des années. Uber et Macron ont eu un deal secret, à l'insu du reste du gouvernement de l'époque. C'est la transparence, moyen, tu vois. Ensemble, ça n'a pas toujours été son slogan, tu vois, apparemment. Et puis bon, il y a eu au moins 17 réunions pendant 18 mois. Macron suggère à Uber de rédiger des amendements eux-mêmes qui proposera ensuite aux députés. En 2015, alors que le préfet de police voulait virer Uber de Marseille, Macron aurait répondu qu'il s'en occupait personnellement à McGann. 3 jours plus tard, d'ailleurs, le décret a été supprimé. Voilà. Donc ils sont pratiquement devenus potes avec McGann, d'ailleurs, et Ed Macron, dans sa campagne en 2017, participe à la création de LREM. Pourtant, il était, à cette époque, même s'il était plus salarié d'Uber, il était encore au conseil d'administration. Il était conseiller senior du conseil d'administration. Petit conflit d'intérêts potentiel, mais bon, apparemment, ça n'a pas l'air de frapper qui que ce soit. Bon, Macron ne s'est jamais vraiment caché de vouloir réformer et déréguler les taxis. D'ailleurs, évidemment, il assume. De toute façon, il assume toujours tout. Le jour où il s'excusera, lui. Bon, devenir quand même, de fait, lobbyiste occulte pour Uber, ça le fout quand même un petit peu mal. D'ailleurs, pourquoi? Quel intérêt? Je sais pas. Peut-être c'est pas la fuite. Mais bon, Macron n'est pas le seul fan de Uber. Après, il y a eu aussi Joe Biden, qui était vice-président d'Obama à l'époque, qui a pris le parti de Uber à Davos. Il y a aussi eu des entrevues au moins avec les premiers ministres irlandais, avec le chancelier anglais George Osborne, qui deviendra un grand allié aussi, à la différence d'Olaf Scholz d'ailleurs, qui a été méprisé par Kalanick. Évidemment, au-delà des politiques, il y a aussi les grosses fortunes russes, italiennes, allemandes. Bon, voilà, ça suscite beaucoup de réactions en France évidemment, et ailleurs, j'imagine, je sais pas trop quelle retombée il y aura. En tout cas, j'espère que Kalanick devra quand même s'expliquer, parce que pour l'instant, le bougre fait rouler un fonds d'investissement peinard au calme. Donc, bon. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, quand tu prends du recul sur tout ça, en fait, au global, en vrai, on a... C'est pas une énorme révélation tout ça, c'est des grandes tendances qu'on avait su, etc. Bon, par contre, ce qu'on sait maintenant, il y a des documents, il y a des échanges par message qui permettent vraiment de donner la substance et la saveur de ce qui s'est passé. Donc évidemment, ça rend les choses très concrètes, et quelque part probablement que ça va laisser place à des enquêtes, au moins parlementaires, qui vont peut-être essayer d'y voir un petit peu plus clair. Il est fort probable qu'il n'y ait pas grand-chose qui aboutira. Peut-être plusieurs réactions, parce que j'ai eu plusieurs discussions sur le sujet. Au sujet d'Emmanuel Macron, il faut peut-être pas dériver les choses plus que ce que les médias pourraient nous aider à faire dériver dans notre réflexion. Quelque part, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est convaincu, légitimement ou illégitimement, quel que soit notre avis à titre perso, que les Français et que la plupart des économies occidentales ont besoin justement d'ubérisation, sans parler spécifiquement d'Uber, mais tu vois, de coups de pied dans la fourmilière pour faire bouger les vieilles institutions. Donc probablement qu'on peut partager en partie et ne pas partager en bonne partie son intention. En tout cas, je crois pas qu'il y avait vraiment de mauvaises intentions plus profondes que ça. Ça fait évidemment toujours un petit peu tâche, surtout quand on connaît les conséquences en matière de casse sociale que ça peut représenter. Et ça, on en a déjà parlé. Ce que ça démontre, par contre, vraiment noir sur blanc, c'est la toxicité du beurre. Avec l'illustration, peut-être qu'on peut s'attarder quelques secondes là-dessus quand même, mais un des éléments qui, moi, m'a assez marqué, c'est le fameux kill switch. Donc, je sais pas comment on pourrait le traduire en bon français. En tout cas,
Le coupe-circuit, on peut aussi le voir comme un bouton on-off, quoi. Mais grosso modo, il faut vous imaginer que les ordinateurs étaient rattachés évidemment à des serveurs et qu'un peu partout, en quelques secondes, il était possible dans le monde d'activer un kill switch, ce qui a été fait une douzaine de fois, dont je crois un certain nombre de fois en France, au moins 3 je crois, dans le cadre de perquisitions, de en gros couper l'accès des ordinateurs. Et il y avait d'ailleurs en interne des directives auprès des collaborateurs qui disaient faites gagner du temps, grosso modo, quand vous avez une sollicitation, une perquisition des enquêteurs, etc. Dites oh là là, ça marche pas bien, et d'aucuns s'expriment d'ailleurs sur le fait qu'à force ça devient difficile de feindre la surprise que l'ordinateur ne marche plus. Donc c'est vraiment un truc qui a un aspect un peu cinématographique mais qui est très authentique, très mafieux, qui rend surtout. C'est très mafieux, effectivement, qui est assez caricatural dans l'attitude mafieuse. Et peut-être un dernier point de réflexion, parce que là aussi ça fait partie des échanges et des réactions qu'il y a et avec lesquelles j'ai pu constater des échanges, c'est les personnes qui disent ouais, enfin on est quand même bien content que maintenant on puisse commander son taxi avec une application mobile et que ce soit qu'on soit pas obligé de se balader avec du cash pour payer les taxis. Alors oui, c'est vrai sur le constat du consommateur. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que c'est une manière de dire la fin justifie les moyens. Et qu'en gros, il y avait une besoin de faire évoluer un certain nombre de sujets en matière de consommation numérique et de consommation dans la vie courante. Et que, quelque part, quels que soient les coûts associés, c'est plus compliqué. Et moi, ça me gêne quand même d'avoir cette approche-là. Quand même. Les mouvements de taxi, c'était à l'époque d'Uber Pop. Donc c'est à l'époque où n'importe qui, un particulier, voilà, un civil, pouvait juste faire concurrence à un taxi, quoi. Uber Pop n'existe plus. Mais c'est pas grâce à Emmanuel Macron, c'est en dépit d'Emmanuel Macron. C'était la loi, c'est la loi Thévenoud. Donc en gros, de ce point de vue-là, Uber a pas réussi, quoi. Après, il a peut-être réussi de notre point de vue, tu vois. Mais bon, enfin, c'est un dossier assez compliqué, quoi, en réalité. Bon, allez, on va le mettre de côté, mais effectivement, c'était intéressant en tout cas d'en parler, et puis on peut continuer à en parler si vous voulez ensemble sur Discord, ce sera un grand plaisir. On va terminer ce super épisode de fin de saison avec une rubrique jeux vidéo. Guillaume, parle-moi un peu de No Man's Sky, moi qui connais que très très peu ce jeu vidéo justement. Oui, bah alors j'en parle pour un truc assez marrant qui rejoint la discussion qu'on avait sur la notion de monnaie et de crypto-monnaie. D'ailleurs, un auditeur sur Discord a donné les bons termes, les bons mots pour ça. Donc un lingot d'or a une valeur intrinsèque, alors qu'un billet de banque a une valeur extrinsèque, donnée par quelque chose d'autre qu'il représente lui. Hein. Donc voilà, merci à lui, effectivement. Et donc pour être autre chose que de la spéculation pure, un jeton doit avoir une valeur liée à quelque chose qui a une valeur intrinsèque. Donc il faut qu'il ait une valeur extrinsèque. Et un exemple marrant de crypto qui a été en lien avec un marché de valeurs, pour représenter ces valeurs, c'est le Upcoin c'est le tout nouveau Upcoin de No Man's Sky. Alors, c'est pas une monnaie du jeu. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est pas du tout une monnaie qui est prévue par les créateurs du jeu. Le No Man's Sky, quand tu finis le jeu, voilà, quand t'étais très très avancé dans le jeu, quand tu l'as fini, que tu t'étais au centre de la galaxie, tout ça, là, tu manques pas d'argent en fait in-game, hein, t'étais plein aux astres, tu manques pas de ressources, tu manques pas d'items. Et No Man's Sky, il s'est peu à peu ouvert au multi, mais depuis longtemps, il y a quand même un endroit qui matérialise une sorte de méta-réseau social pour le jeu, c'est le Galactic Hub. Donc il est à certaines coordonnées, les gens qui s'y retrouvent en in-game, ils correspondent aussi en parallèle sur Reddit par exemple, ce genre de truc. Donc comme tout le monde est riche dans le Galactic Hub, puisque tout le monde a fini le jeu, s'échanger de la monnaie in-game, ça n'a pas de sens en fait. Cette monnaie n'a plus de valeur, tu vois, tout le monde s'en fout de la monnaie du jeu. Par contre, la communauté a quand même besoin d'une manière d'acheter des services pour le méta-jeu. Par exemple, pour coordonner des actions collectives, pour rémunérer quelqu'un qui crée un graphisme pour une base, un architecte expérimenté qui réaménagerait ta base, ou tu la créerais de zéro. Ou pour... Un vrai service plus que dans le jeu, quoi. Exactement, tu vois, ou même pour créer des trucs que tu peux pas faire sur console, mais que tu peux faire sur PC. Tu vois, il y a des animaux, par exemple, apparemment, que tu peux créer sur PC, mais c'est pas possible sur console. Bref, ils veulent une monnaie qui représente ce travail, ces services, et c'est pour ça qu'ils ont créé une crypto qui s'appelle le Upcoin. Alors, ils l'ont créé sur un testnet d'Ethereum qui fonctionne en Proof of Authority. Donc, c'est pas du Proof of Work. C'est un protocole qui requiert très peu d'énergie, mais qui requiert aussi un petit peu plus de confiance, on va dire. Tu vois, on n'a rien sans rien, en fait. Hein. Et surtout, c'est un truc qui se mine pas. Donc, il peut pas se farmer, tu peux pas farmer de Upcoin. Et l'Upcoin ne peut pas non plus s'échanger, se revendre pour de l'argent. Il n'y a pas de bourse, rien, ça se revend pas. Le Upcoin n'existe que en tant que jeton pour représenter des échanges de services et il matérialise le temps de travail qui va avec. Et il n'a pas de valeur en dehors de ça. Donc c'est une véritable monnaie en fait. C'est pas juste un jeton abstrait, c'est un jeton qui représente une économie bien particulière. Et c'est un exemple de crypto qui est né de l'usage.
Voilà, l'usage d'une communauté qui elle-même par nature décentralisée et donc pour lequel l'usage d'une crypto-monnaie d'une monnaie décentralisée est aussi tout à fait logique. C'est encore un tout petit projet, hein. Ça implique que quelques centaines de personnes, mais je trouve que c'est un bon exemple d'un usage cohérent d'une crypto. Et qui n'est pas dans des consommations particulièrement énergivores, en tout cas pas plus que de raisons que peuvent l'être beaucoup de crypto-monnaies qui fonctionnent sur la blockchain du coup. Cool, c'était intéressant à relayer. On continue quand même un tout petit peu dans le monde des jeux vidéo, mais pas forcément pour parler spécifiquement de jeux vidéo, plus de plateformes et de consoles, parce que Guillaume, mauvaise nouvelle pour ceux qui étaient particulièrement cinéphiles avec leur PlayStation. Le PlayStation Store va virer les films de Studio Canal apparemment pour des histoires de droit. Et donc, ce sera le 31 août 2022. Voilà, évidemment, le jeu des licences, ça évolue en permanence. Et puis, parfois, il y en a qui se perdent. Donc, ils ont plus les licences pour les trucs Studio Canal. Et ça représente un gros paquet de films. Vraiment, hein, alors, je vais pas vous faire la liste, mais dedans, il y a quoi? Il y a... Oula, qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs? C'est vrai, c'est une bonne question ça. Il y a Apocalypse Now. C'est très curieux parce qu'en fait, moi j'avais la liste sous les yeux et j'ai l'impression qu'elle est passée en allemand dans l'article depuis. C'est très bizarre. Hunger Games, et voilà, La La Land. Bon voilà, il y a vraiment énormément de films. Donc encore une illustration que oui, c'est quand vous achetez un truc sur internet en dématérialisé, souvent voilà, c'est une licence et que malheureusement ça bouge. Ça me rappelle des vieux sujets. Est-ce que quand on achète un CD, exactement, la musique nous appartient, etc., etc. On va terminer la rubrique jeux vidéo et cet épisode avec un sujet qui concerne Microsoft. Et je pense que, comme tout bon sujet Microsoft qui se respecte, on doit être impressionné par les possibilités techniques et un peu dépité par des détails, mais qui, ont parfois leur légitimité. Je sais pas, ça a sa légitimité ou pas, parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment la réponse, mais il se trouve que xCloud est utilisable un petit peu partout, pas seulement sur Windows. On rappelle, xCloud, c'est la possibilité de jouer sur c'est le jeu nuagique, comme on dit maintenant, je crois. Donc là, le Stadia cloud de gaming, Microsoft, le Stadia effectivement de Microsoft. Voilà, on s'abonne au Game Pass et on a droit à jouer en streaming, donc c'est pas plus besoin d'installer les jeux. Et donc du coup, effectivement, on peut se dire, t'as plus besoin non seulement d'avoir un PC de gamer, mais t'as pas non plus besoin d'avoir Windows. Et effectivement, tu peux l'utiliser n'importe où et même sous Linux. Le problème, c'est que la qualité d'image sous Linux est assez dégueulasse par rapport à la qualité d'image sous Windows. J'ai une idée, Guillaume. Si c'est moins bon, c'est forcément que techniquement, il n'y a pas les choses qui sont aussi bien développées sur Linux. Ça doit être plus compliqué peut-être pour Microsoft. Bien sûr que non. Ça, c'est bien sûr que non. En réalité, l'image est un petit peu plus floue parce que quand les serveurs xCloud voient arriver Linux dans l'identificateur du navigateur, dans l'identification du navigateur, c'est le user agent, et en fait, alors, pour une raison à déterminer, il passe dans un mode de compatibilité, on va dire. C'est-à-dire que c'est pas la meilleure compression possible. Et du coup, vous vous retrouvez avec une image qui est vraiment nettement plus floue que si vous étiez sur Windows pour le même jeu. Et en fait, c'est évidemment pas une question technique parce que il existe une petite extension pour le navigateur qui permet de changer l'user agent. Et si vous changez l'user agent pour Windows au lieu de Linux, vous vous retrouvez avec exactement la même qualité d'image que sous Windows, bien entendu. Donc c'est pas du tout un problème technique. C'est un problème de Microsoft, quand il voit arriver Linux, il passe dans un mode où il y a une compression moins bonne. Alors pourquoi ? Si on est si on est gentil, on se dit ils se disent que Linux c'est peut-être Android, donc ça veut dire que c'est peut-être des téléphones, et donc on va essayer de prendre le plus petit common dénominateur, et donc pour être le plus compatible possible avec le plus de terminaux possible. Voilà. Bon, ça c'est l'explication qui est peut-être la bonne d'ailleurs, tout à fait, mais qui n'a pas été confirmée, et c'est le bénéfice du doute. Bon, évidemment, sinon on pourra penser que c'est fait exprès pour torpiller les utilisateurs Linux. Bon, toujours est-il que c'est probablement quelque chose qui va pas perdurer. C'est-à-dire maintenant que c'est sorti, que c'est public, que tout le monde s'en rend compte, ça va probablement changer. En attendant, vous pouvez toujours changer le user agent de votre navigateur si vous êtes sous Linux. Ouais, a priori c'est le lead du projet xCloud qui est intervenu entre-temps sur le subreddit où a été apparu le sujet. Je sais pas si tu avais vu, mais il a précisé d'ailleurs qu'ils vont bosser sur le sujet, mais effectivement ça ressemble à une bourde quoi. Ouais, ça va changer, ce sera mieux. Ouais, on n'en doute pas trop.
Merci beaucoup Guillaume pour cette préparation conséquente de cet épisode de Tech Café. Merci beaucoup aussi pour ta préparation et ta régularité pour toute cette saison. On a appris plein de choses, on a suivi plein de sujets, on a décrypté des infos. On a passé, je pense, et j'espère que c'est votre cas aussi, à vous les auditeurs qui nous suivez, d'excellents moments. Alors si jamais ça a été le cas, on compte sur vous. Profitez de l'été, d'une part pour vous reposer, pour vous déconnecter, mais quand même si vous pouviez trouver quelques minutes pour aller déposer des étoiles et des avis sur les plateformes de podcast comme Podcast Addict ou Apple Podcast, on vous sera forcément vraiment gré. Merci beaucoup par avance de l'envisager. Merci aussi d'aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé parce que vous le savez, les financements participatifs des émissions et des podcasts comme Tech Café sont évidemment hyper importants. Ça nous permet de dimensionner du temps comme si c'était un véritable travail. Donc merci beaucoup à vous qui le faites. On a quelques épisodes qui vont probablement sortir encore dans quelques jours, notamment du hors-série autour des usages. J'avais préparé quelque chose avec mon ami Matt, alias Prof du Web, pour un autre podcast, pour Relife. Je pense qu'on vous le mettra aussi à disposition dans le flux du podcast Tech Café, ça pourra vous intéresser, mais clairement, on va aussi et surtout prendre des vacances, on va cumuler plein d'idées, on va continuer à faire une petite veille de fond, doucement, les doigts de pied en éventail, au bord de la mer, pour vous restituer des infos en plus. On aura quand même un épisode week-end qui va arriver dans quelques jours, donc restez à l'affût, d'autant que dans cet épisode week-end, je vous l'ai promis, dans cet épisode, je vous narrerai la légende de la soupe aux cailloux. Donc vraiment, si vous aviez besoin d'une raison encore supplémentaire pour vous abonner au flux du podcast, vous l'avez trouvé. Et en attendant, forcément, vous pouvez nous retrouver à titre individuel. J'en suis sûr, Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Écoute, on va me retrouver donc dans l'épisode week-end. Et après, par contre, je pense que je vais me faire rare dans quelques semaines. Tu vas te déconnecter, tu vas installer Forest et tu vas t'assurer de ne pas être trop. Je vais essayer de mettre une alarme pour me défaire de mon téléphone mobile. Je vais commencer par 3 minutes, puis on va voir. Tu vas commencer ta détox. Merci Guillaume, je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, principalement peut-être sur Twitter de temps en temps cet été, et sur guillaumevendée.fr. Merci beaucoup pour votre fidélité, rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.